J'ai autour de moi Maxime Combe, économiste et militant pour la justice climatique, et notamment à Attac. On le connaît bien à Mediapart parce qu'il écrit régulièrement dans le blog, dans le club de Mediapart, il a son propre blog. Et il a également publié un livre qui s'intitule « Sortons de l'âge des fossiles », publié chez Seuil en 2015. J'ai aussi autour de moi Cécile Marchand. Cécile, donc, qui est chargée de campagne climat et acteur public pour l'ONG Les Amis de la Terre. Et donc Cécile est également porte-parole d'Action non violente COP 21. Et puis Marie-Laure Basilien-Guinche, qui est professeure de droit public à l'Université Lyon 3. Et ses travaux portent notamment sur le droit des migrations et la protection des droits fondamentaux dans le cadre européen, entre autres. Voilà. Je passe la parole à Ludovic, qui va donc lancer cette discussion. Merci Amélie. Bonjour à vous trois. Merci à vous encore d'être ici. Je sais qu'il fait très beau dehors et c'est vraiment bien que vous soyez tous présents. D'autant que les sujets qu'on va aborder, en fait l'idée c'était de clôturer un peu ces 3 heures de débat par un moment un peu plus concret peut-être. Sur un peu les batailles qui arrivent, qui sont au programme, qui sont à l'agenda du Parlement européen dans les mois qui arrivent, et d'essayer de voir un peu, voilà, avec les résultats de dimanche, quels sont les équilibres, les textes qui pourraient passer ou pas. Je ne sais pas si on va pouvoir aller si loin que ça. Et on s'est dit qu'on allait construire un peu ce débat à partir de 3 moments, de 3 propositions qui ont émergé dans la campagne. La Banque européenne du climat, qui a été qui a une idée qu'on a un peu entendue à la fois chez les socialistes, les écolos, dans la liste Renaissance, etc. On va y revenir. Les questions migratoires qui sont évidemment un enjeu clé. Et puis on reviendra sur aussi les questions de libre-échange avec un peu le moment de l'après-CETA, donc ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, et voir un peu quelles sont les stratégies qui vont être mises en place à ce moment-là. Alors, pour lancer cette discussion, j'avais envie de vous entendre tous les trois un peu sur, on en a beaucoup parlé déjà, mais les résultats de dimanche, et un peu vous, alors il y a 2 activistes qui sont là. Comment vous sentez un peu ce nouveau Parlement ? Est-ce qu'il y a vraiment des grandes différences pour vous dans la manière dont vous allez pouvoir travailler ? Est-ce que ça vous semble un Parlement peut-être plus ouvert par rapport à ce que vous défendez ? Est-ce que ça va être plus compliqué ? Est-ce que vous ne savez pas encore ? Est-ce que le jeu il s'ouvre, se ferme pour les activistes à Bruxelles ? On y va. Alors, Cécile pour les Amis de la Terre. Alors c'est vrai que la première chose qu'on a quand même, c'est, même si on en parle moins parce que la poussée a été moins forte que prévu, c'est quand même une énorme poussée de l'extrême droite et un virement à droite du Parlement européen. Donc ça, c'est quand même un premier constat qu'on est obligé de prendre en compte et qui est quand même un gros marqueur de l'état de nos sociétés en Europe. Je fais juste une petite parenthèse. Est-ce que vous avez éteint votre téléphone portable ? Peut-être se mettre en mode avion, je ne sais pas, parce que comme il y a des... ça parasite. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a une poussée des Verts au Parlement européen et un espèce, ce qu'on peut peut-être qualifier de verdissement entre guillemets des socialistes, de la social-démocratie. Donc ça ouvre des nouvelles possibilités, des nouvelles personnes sur qui on peut potentiellement s'appuyer, mais en fait, c'est quand même un contexte qui est ultra incertain pour nous, incertain de par les coalitions qui vont être formées parce qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va pouvoir donner, incertain de par la personne qui va prendre la tête de la Commission européenne parce que dans ces institutions et dans la façon dont on fonctionne l'Europe aujourd'hui, le Parlement européen a quand même peu de poids, et dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les majorités vont être a priori assez fines sur pas mal de sujets et qu'il va falloir en tant que mouvement social, mouvement climat et mouvement écologiste continuer à batailler pour mettre ces sujets-là en haut de l'agenda. Et voilà. Peut-être Maxime Combe, je précise, donc vous travaillez à Attac et aussi à l'ETEC, qui est une boîte à outils un peu qui fait de l'expertise sur des questions, et vous êtes proche d'Attac. Voilà. Un peu dans la même lignée que ce qui vient d'être dit. La nouvelle situation au Parlement européen fait sauter le duopole conservateur-socialiste. Donc clairement, les majorités vont être à la fois peut-être différentes à trouver, et effectivement ça laisse du jeu. Mais ça laisse du jeu dans un cadre qui est extrêmement restreint, qui est celui du Parlement européen, qui n'a pas l'initiative seule des lois, et qui est par ailleurs tenu très largement, initiative des lois et
rythmes politiques, équilibres politiques généraux qui sont quand même extrêmement tenus à la fois par la Commission européenne et par le Conseil européen. Et on voit bien qu'à l'échelle des 28 ou 27 États européens, on verra bien. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y ait une vague verte dans les exécutifs nationaux et on ne peut pas dire que les exécutifs nationaux soient à la hauteur des grands défis que sont les nôtres que nous portons, réduction des inégalités, lutte contre la pauvreté, lutte contre le réchauffement climatique. Donc effectivement, il y a certainement du grain à moudre au niveau du Parlement européen. Il va être certainement possible de jouer des contradictions internes entre les parlementaires européens au sein de chacun des États, de chacun des groupes, pour obtenir des choses sur lesquels on va pouvoir batailler, mais ça c'est regarder le sujet par le petit bout de la lorgnette et oublier le grand angle qui est quand même une forte inertie structurelle de l'Union européenne qui est quand même très organisée via le Conseil européen et la Commission, mais également par des traités européens qui sont du droit dur et qui, sur un certain nombre de sujets, cadrent de manière extrêmement précise ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. On va en reparler là-dessus, mais alors même si sur les questions de libre-échange qui vous concernent directement, le Parlement européen là-dessus a même un droit de veto. C'est quand même pas rien, mais on y reviendra tout à l'heure. Peut-être là-dessus, votre avis, Marie-Laure Basilien-Guinche, sur même si vous n'êtes pas activiste. Dans une position... Enfin, ça dépend. Comme je travaille sur les droits humains et la protection des droits des migrants, je suis souvent présentée comme une universitaire engagée, ce qui est généralement dans la bouche de ceux qui le disent l'insulte suprême, mais que je prends comme un très grand compliment. J'ai une position un peu divergente de celle des deux interlocuteurs précédents, parce que Stathis a dit tout à l'heure que le Parlement européen n'avait pas beaucoup de pouvoir. Je me pose totalement en faux. Le Parlement européen a beaucoup de pouvoir, beaucoup plus que les assemblées nationales françaises, par exemple. Il a beaucoup de pouvoir. Il se trouve que durant les 2 derniers mandats, il n'a pas utilisé ses pouvoirs. Et donc, je crois que là, dans la constitution des coalitions thème par thème et dans chaque thème disposition par disposition, il y a une possibilité vraiment que le Parlement européen s'affirme, comme il a pu s'affirmer dans les années 80, contre le Conseil et jouer sur la composition de la Commission pour en faire son allié. Bon, l'exemple utopique, c'est le cas de cette... de cette mollesse du Parlement européen à l'égard de la montée des autoritarismes en Hongrie et en Pologne. Il n'y a pas eu de mouvement. Pourquoi ? Parce que Manfred Weber, à la tête du PPE, était complètement collé à Orban et à l'importance des voix du Fidesz dans son groupe. Je pense qu'aujourd'hui, les équilibres peuvent se changer et que si on a des parlementaires européens qui bossent, à ce moment-là, les équilibres peuvent être redéfinis. Alors on peut peut-être espérer aussi que ceux qui sont de l'extrême droite décident de continuer à avoir leur bonne habitude d'absentéisme, ce qui permettrait d'avoir un plus grand jeu au niveau du Parlement. Merci pour ce premier tour d'horizon. On va revenir sur chacun des sujets de manière un peu plus approfondie. Alors, pour commencer, peut-être le sujet de la Banque européenne du climat, qui était un des thèmes abordés pendant la campagne électorale, même si cette campagne, on l'a regretté, était assez pauvre et finalement, par moments, assez répétitive. Mais il y a quand même une proposition qui a émergé et qui finalement faisait assez consensus entre Renaissance, le Parti socialiste et les Verts. Il y a eu cette idée, voilà, de créer une banque européenne du climat. Alors bon, c'est un dossier complexe et très technique, mais en gros, il s'agit de financer la transition écologique et d'arriver à une économie neutre en carbone d'ici à 2050. Donc c'est très ambitieux. Est-ce que là, on a, Cécile Marchand, une fenêtre de tir, justement, du fait de cette recomposition et de cet éclatement des forces au Parlement européen? Est-ce que là, on a une fenêtre de tir, un moment, pour justement agir en ce sens et créer peut-être cette Banque européenne du climat? Déjà, la première chose, je pense, à dire, c'est que c'est un peu un objet non identifié, cette Banque européenne du climat. C'est-à-dire que dans les propositions qui sont défendues par les uns et les autres, déjà, c'est pas, en fait, avec un même nom, on ne dit pas la même chose de ce qu'on veut faire concrètement et comment on veut financer la transition écologique en Europe. Est-ce qu'il faut créer une nouvelle institution? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur l'existant, etc., etc.
la proposition avait émergé à la base donc ce qui avait été appelé le pacte finance-climat porté par Pierre Larouturou et Jean Jouzel, qui a elle-même changé au fil du temps, au fur et à mesure qu'elle ratissait large. Macron, voyant que ça ratissait large, il l'a repris à son compte sans vraiment savoir ce qu'il veut en faire. Aujourd'hui, ni En Marche ni Renaissance nous a dit exactement qu'est-ce que ça va être en fait cette Banque européenne du climat. Ils savent même pas eux-mêmes encore, ils n'ont pas encore pris la décision de l'option pour laquelle ils allaient choisir. Donc c'est assez compliqué de savoir qu'est-ce qui va être fait avec cet objet-là. Dans tous les cas, nous la position c'est de dire que en fait il faut pas non plus. Il y a eu cet effet d'annonce de création d'une nouvelle institution typique de la Macronie sur les enjeux climatiques, mais en fait il faut pas que ça fasse diversion sur la vraie question. La vraie question étant comment est-ce qu'on réforme les institutions financières existantes en Europe, que ce soit à la fois comment est-ce qu'on utilise au mieux le budget européen, comment est-ce qu'on met en place une réelle régulation financière pour empêcher les banques privées de continuer à financer massivement les fossiles, comment est-ce qu'on met en place une taxe sur les transactions financières, comment est-ce qu'on réforme les banques publiques existantes, comment est-ce qu'on réforme la BCE. Et en fait, c'est ces sujets-là qui devraient être abordés. Et nous, on n'a pas envie que le débat se porte sur la création d'une nouvelle institution complètement ad hoc de tous ces débats qui devraient avoir lieu. Oui, donc, si je comprends bien, vous êtes contre le projet parce que en fait, ça dépend de quel projet on parle. Non mais justement, moi j'aimerais bien parce que de fait il y a une banque qui existe déjà dans les institutions européennes, qui est la BEI, la Banque européenne d'investissement, et dont le boulot est en partie de financer des projets pour l'Europe, au nom de l'Europe, etc. Est-ce que là-dessus vous vous dites, et cette BEI par ailleurs est très critiquée pour les prêts qu'elle fait, son fonctionnement, son opacité, ses méthodes intergouvernementales à l'ancienne, etc. Est-ce que vous dites là, il n'y a pas une occasion de dire on arrête avec les BEI, on recommence de zéro? Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer? Peut-être Maxime Combes, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Peut-être rappeler quand même que la proposition aujourd'hui de Banque européenne du climat est une proposition franco-française. Ouais. Et qu'à l'échelle de 27 ou 28 pays, c'est quand même un premier défi que d'imaginer que ça puisse devenir une proposition européenne. Elle est peut-être franco-belge parce qu'elle est aussi portée par certains en Belgique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième... Ça veut dire en Allemagne, il n'y a par exemple aucun soutien là-dessus à votre connaissance? Il n'y a pas de... À ma connaissance, les soutiens sont très limités dans les autres pays européens. Et par ailleurs, les questions de financement de la transition se posent de manière extrêmement différente dans bon nombre d'autres grands pays européens, sans même parler des petits pays européens. Mais en Allemagne, le financement de la transition ne passe pas uniquement, en tout cas, via une grande banque pensée depuis l'État fédéral qui viendrait financer la transition sur les territoires. Le deuxième élément, c'est, pour m'appuyer sur ce que vient de dire Cécile, c'est que l'enjeu est moins peut-être la création d'une banque du climat que de climatiser l'ensemble des institutions bancaires et financières en Europe. Et de ce point de vue-là, il faut effectivement se rendre compte que l'enjeu majeur pour nous, c'est que la Banque européenne d'investissement et les autres institutions autour de l'Union européenne, les institutions financières autour de l'Union européenne, la BERD qui finance des projets à l'extérieur de l'Union européenne, ou la Banque centrale européenne, arrêtent de contribuer à financer les activités nocives pour le climat. Donc de ce point de vue-là, si la proposition prend de l'ampleur au niveau européen, qu'elle nous permet effectivement à terme de poser clairement à l'agenda public que l'enjeu c'est de ne plus avoir un seul euro public ou parapublic qui aille financer via les institutions financières européennes ou via les institutions financières dans chaque pays des États membres, qu'il n'y ait plus un euro pour financer les activités nocives du point de vue du réchauffement climatique, ce combat-là mérite d'être mené. Maintenant, si effectivement c'est simplement créer un nouvel truc ad hoc qui ne viendrait pas transformer et chambouler l'ensemble du système économique financier tel qu'il fonctionne au niveau de l'Union européenne, là on a un souci, oui. Je partage complètement l'avis et de Cécile et de Maxime. Je pense qu'aujourd'hui, j'aime bien votre expression, climatiser ou environnementaliser les institutions européennes. On a un outil quand même dans les traités, puisqu'il est dit dans les traités de droit primaire de l'Union que toute politique, toute mesure de l'Union doit être en faveur de la protection de l'environnement. Le problème, ce sont finalement les États membres qui ne jouent pas le jeu. Et là, on voit bien, là encore, une mollesse de la Commission qui n'a pas décidé de s'attaquer à des politiques nationales qui n'étaient pas en faveur de cette protection de l'environnement, mais bien au contraire nocives pour le climat et l'environnement. Donc là, encore, je pense qu'il faut jouer non seulement au niveau européen, mais aussi au niveau national, c'est-à-dire prendre en tenaille finalement les exécutifs nationaux pour les forcer à avoir des politiques qui s'inscrivent sur le
le long terme. Si je peux me permettre juste une seconde, le problème vient pas que des seuls États nationaux. La Commission européenne est en train aujourd'hui de finaliser une liste de projets gaziers à financer aux quatre coins de l'Union européenne. Donc on a un problème avec la Commission européenne, la façon dont elle a construit sa politique d'intervention sur les questions de transition écologique et de financement toujours des infrastructures liées aux énergies fossiles. L'Union de l'énergie, ce projet qui devrait être un projet effectivement intéressant du point de vue de la politique de transition énergétique en Europe, l'Union de l'énergie telle qu'elle est posée et portée par la Commission européenne, c'est un projet de financiarisation du secteur de l'énergie et de déploiement de nouvelles infrastructures liées aux énergies fossiles. Ce ne sont pas que les seuls États membres, c'est la Commission européenne qui le porte et donc les équilibres politiques qui ont conduit sous la mandature précédente à ce que nous arrivions à ces résultats-là. Donc est-ce que les nouveaux équilibres politiques permettent de changer la donne ? Nous le verrons, nous essaierons de peser au niveau du Parlement européen, mais il y a quand même, c'est pas une petite marche, c'est un grand escalier avec un très grand nombre de marches avant de pouvoir chambouler la donne. Si je peux simplement réagir, je crois que c'est pas simplement un grand escalier, c'est une vraie bataille, ce sont des vraies batailles. Et pour revenir sur la Commission, la manière dont les projets ont été décidés, dont l'Union pour l'énergie a été conçue, a été passablement dictée à la Commission par certains États membres. Et donc ils ont utilisé la Commission pour faire avancer leurs champions nationaux pour des énergies fossiles. Et je crois qu'il faut qu'on cesse de faire ce jeu-là des États nationaux qui utilisent l'Union européenne pour des politiques nationales qui n'ont pas une dimension régionale et de protection de l'environnement. Ouais, enfin, si on prend concrètement le sujet là de la Banque européenne d'investissement, de ses investissements dans les énergies fossiles aujourd'hui, concrètement, si elle continue à financer massivement des infrastructures gazières à travers l'Europe, c'est parce que la Commission pousse fortement pour que ce soit financé. Alors bien sûr, il y a certaines fois des États membres, etc., mais en attendant, la Commission européenne a aujourd'hui un rôle énorme à jouer dans la façon dont sont financés ces projets. Et tant qu'on n'aura pas déverrouillé justement ces sujets-là, en fait, on aura toujours de l'argent public et des subventions publiques et donc de l'argent public européen qui ira dans des projets qui sont totalement incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris. Oui, juste pour poursuivre un peu, et là c'est plus de la stratégie encore politique, vous allez me dire, mais je voyais là récemment, il y a eu une tribune d'un certain Michel Barnier, dont le nom est pas mal cité ces temps-ci comme le candidat d'Emmanuel Macron pour prendre la présidence de la Commission. Donc là, soudainement, on a une tribune de Michel Barnier qui nous dit sur le site Project Syndicate, en anglais, donc je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait écrite, mais voilà, qui nous dit qu'il est pour un Green New Deal, qui reprend un peu cette thématique du Green New Deal qui est décisive et qui est très, pour le coup, Macron-compatible. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que du coup vous vous réjouissez ou là vous dites il y a un piège? Est-ce que vous dites c'est le début d'une coalition un peu nouvelle entre des libéraux, des Verts et là il y a une opportunité pour vous? Ça pose quand même pas mal de questions par rapport à toute la rhétorique. C'est des choses qu'on ne disait pas comme ça sous la commission Juncker, en tout cas, celle qui vient de se terminer. Comment vous recevez par exemple cette tribune, ce texte? Ça vous intéresse ou pas? Moi, je pense qu'il y a quand même un réel piège dans la façon dont la Macronie, dont Macron peuvent penser l'enjeu du financement de la transition écologique. C'est qu'ils le pensent que dans un sens de comment est-ce qu'on va mettre plus d'argent sur la table, d'ailleurs peu importe quel argent, avec une petite partie d'argent public qui va permettre ensuite d'amener des investissements privés derrière. Comment est-ce que ça va nous permettre d'accélérer le financement, etc., etc. Mais la question, il faut se la poser aussi dans les bons termes, c'est comment est-ce qu'on réoriente l'ensemble des financements qui sont aujourd'hui présents et comment est-ce qu'on arrête de financer des projets qui sont contraires à la lutte contre le dérèglement climatique, parce qu'en fait, construire plus d'éoliennes, ça va pas arrêter le financement de l'infrastructure gazière en Europe. Non, clairement, moi, je partage le fait qu'il y a ces dangers-là. Mais si le débat public européen s'ouvre sur la question du Green New Deal, sur la question de la réorientation des financements vers la transition écologique, sur la nécessité de réellement changer de modèle économique, il faut s'engouffrer
à plein dans ce débat-là et essayer de faire bouger les lignes et essayer de refermer les pièges et d'ouvrir les espaces qui nous permettent de faire avancer un certain nombre de batailles. Et d'une certaine manière, les ONG, le monde des gens qui se mobilisent au niveau des institutions européennes est assez armé à la fois intellectuellement et idéologiquement pour être capable de voir où sont les pièges et de tenter de faire bouger les lignes qui peuvent l'être. Par contre, il faut faire attention à une chose, parce que j'ai vu, y compris quelques camarades s'enthousiasmer sur l'idée d'un Green New Deal qui allait apparaître comme nouveau débat, y compris en Europe. Il faut faire attention à une chose, c'est qu'à l'inverse des États-Unis, où la question du Green New Deal vient d'une aspiration de mouvements sociaux, écolos et de la gauche américaine qui organisent le débat autour de leurs propositions, ce n'est pas le cas en Europe. Et aujourd'hui, clairement, on a tout de suite la volonté, on va dire, des forces conservatrices ou libérales classiques de se réapproprier le débat sur le Green New Deal pour le mettre à leur sauce. Et donc, grosso modo, moi, c'est plutôt un appel à l'ensemble des forces écologistes, sociales, de mobilisation, qu'elles soient politiques, qu'elles soient d'ONG, à se saisir pleinement de ce débat-là et à poser clairement quelles sont les lignes rouges de ce que serait qu'une réorientation des politiques économiques en Europe en vue d'une transformation écologique et sociale. Ouais. Et c'est un petit peu ça l'enjeu, et la différence est assez notable avec ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. C'est d'autant plus intéressant de dire ça que, et j'arrête là après, Amélie, et je te laisse enchaîner, mais que ça pourrait devenir quand même un des marqueurs de la future coalition au Parlement européen et de quel président ou présidente de la Commission on va choisir. Typiquement, on pourrait avoir un accord libéraux, verts et je ne sais quel groupe pour dire Green. Non, vous êtes sceptique. Non, mais ça peut jouer comme ça quand même. J'ai du mal à imaginer que le Parti populaire se trouve complètement marginalisé dans l'affaire des alliances qui vont se jouer au Parlement européen. Qui s'ouvre, quoi. Non, mais j'essaie de faire un peu de politique. Mais je suis d'accord pour considérer qu'il y a une bataille qui s'est ouverte, qu'il faut s'y engouffrer. Et nous, c'est ce que nous avons dit sur un certain nombre de sujets qui sont connexes, c'est que l'ensemble des candidats qui se sont exprimés en faveur de tel ou tel sujet, nous sur les politiques commerciales, doivent aujourd'hui faire de tous ces points-là des lignes rouges dans la construction de leur propre groupe politique, parce qu'il y a un certain nombre de choses à clarifier dans chacun des groupes politiques en constitution, dans les négociations qui vont s'ouvrir sur le prochain corpus politique qui sera donné à la Commission, et sur les auditions de la future Commission, et des commissaires, et de la présidence de la Commission. Et ces lignes rouges, si elles sont bien posées, si elles sont clarifiées d'entrée, elles doivent être le prolongement du débat politique sur la question des européennes que nous avons peu eu dans la bataille dans la campagne sur les élections, mais qui devrait organiser le débat public sur les 6 prochains mois. C'est absolument décisif ce qui se joue. Si on prend au sérieux le fait qu'on a 10 ans en matière de lutte contre les dérèglements climatiques pour agir, la prochaine commission, elle doit être clairement organisée autour de cela. Donc faisons de ces lignes rouges des lignes de débat et de clivage extrêmement claires sur les 6 prochains mois qui vont nous conduire à la mise en place de la Commission au 1er novembre 2019. Okay. Alors, autre dossier urgent du moment et qui était bloqué ces 3 dernières années, d'une certaine manière, c'est la question de la politique migratoire. Question qui, depuis 2015, a vu les gouvernements européens s'affronter. Et justement, l'intergouvernemental a pris le pas sur les autres institutions européennes. Et le programme de relocalisation des demandeurs d'asile que la Commission Juncker a mis en place, qui était déjà un programme assez modeste au regard des besoins, puisqu'on a eu plus d'1 million de personnes qui sont arrivées fuyant la guerre en Europe au cours de l'année 2015. Et ce programme qui était destiné à relocaliser un certain nombre de réfugiés n'a pas été vraiment appliqué par un certain nombre d'États. Et par ailleurs, il y a la question de la réforme de Dublin. Le système de Dublin, je fais juste deux petits mots de rappel. C'est ce système qui veut que les demandeurs d'asile fassent leur demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel ils arrivent. Et donc, c'est ce qui a fait que la Grèce et l'Italie, entre autres, et dans une moindre mesure l'Espagne, se sont retrouvés à gérer un certain nombre de dossiers qui dépassaient largement leur capacité. Et donc se pose la question de la réforme de ce système. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on en parle à Bruxelles et 2 ans que finalement c'est bloqué. Alors, est-ce qu'avec ce nouveau Parlement européen et donc les nouvelles nominations qui vont en découler, on peut espérer une réforme de ce système de Dublin? Alors, je m'adresse à vous,
Marie-Laure Basilien-Guinche, sur ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut effectivement réformer ce système de Dublin et qu'est-ce qu'on peut espérer de ces nouvelles institutions européennes? Alors, j'ai abandonné l'idée d'avoir de l'espoir sur les questions de migration. J'ai compris qu'il fallait avoir un instinct de combat. Parce qu'il faut résister à des replis nationalistes et à des tendances à regarder l'étranger comme une menace qui nous ont été rappelées comme des leitmotifs maintenant depuis des dizaines d'années. Vous avez mentionné que durant la période de la commission Juncker, il y avait eu cette proposition de 3e paquet asile avec une modification du règlement Dublin. Alors je voudrais quand même revenir sur celle-là, parce que la proposition qui a été faite à l'époque, alors dedans il y avait la directive qualification, la directive accueil, etc. C'était un ensemble de propositions totalement abjectes. Voilà, c'était la négation en fait du droit d'asile, la manière institutionnalisée, industrialisée de violer la Convention de Genève. Et là, en fait, face à une position de la Commission qui reprenait grosso modo les desiderata des gouvernements français et allemands, on a eu un Parlement européen qui, par petites touches, est venu restaurer quand même des éléments de protection des droits fondamentaux des migrants, ce qui me semble quand même pas du tout négligeable. Mais bon, on n'est pas arrivé, in fine, à un accord. Bien sûr, le Conseil ne voulait pas laisser passer les textes tels qu'ils avaient été amendés par le Parlement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à partir de novembre 2019, avec une nouvelle commission, on va pouvoir avoir un nouvel élan ? Avec la montée des partis d'extrême droite, j'ai vraiment des doutes. Et je ne pense pas que ce soit les exécutifs nationaux qui vont nous aider. Il suffit de regarder du côté de la Hongrie de Orban, ou de la Pologne, ou de la Slovaquie, de l'Italie de Salvini, ou même de la France de Macron. Enfin, je ne pense pas que c'est de là qu'on va avoir vraiment des politiques de protection des droits fondamentaux des migrants et d'accueil réel qui vont être mises en place. Deuxième point, vous avez mentionné le programme de relocalisation. Enfin, vous avez dit qu'il était modeste. Vous êtes très gentil. Moi, je dirais qu'il était totalement ridicule. Alors, c'était pas une mauvaise intention de Juncker. Je pensais que c'était une idée de on va proposer tout petit et puis on va aller de petit en petit vers quelque chose de moyen et quelque chose de modeste. Bon, 1 500 000 personnes qui sont arrivées, 1 500 000 réfugiés, que les États membres veulent nous faire croire être des migrants en situation irrégulière. On a eu un projet de 104 000 personnes qui allaient être relocalisées. Au total, on en a eu moins de 33 000 sur 2 ans. Avec des pays, je précise, qui ont ostensiblement refusé d'accueillir le moindre demandeur d'asile, entre autres les pays d'Europe centrale, ce groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, donc c'est la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Oui, voilà, ils ont refusé. Donc on n'a pas du tout de solidarité. Et là, enfin, même la France a accueilli très peu de migrants relocalisés en allant les chercher essentiellement en Grèce et pas du tout en Italie. Et là, on peut dire que les États qui n'étaient pas des États de première entrée sont responsables de la montée des extrêmes et de l'extrême droite en Italie. Bon. Est-ce qu'on peut espérer que là-dessus, il y ait des choses qui progressent? J'ai encore des doutes parce que la solidarité entre les États membres au niveau des migrations se résume à « nous avons un consensus pour ne pas vouloir accueillir des migrants ». Voilà. Et troisième point que vous avez évoqué, c'est la possibilité d'avoir une meilleure prise en compte du règlement Dublin. Alors, je ne crois pas que le règlement Dublin soit à modifier, parce qu'aujourd'hui, cette idée, c'est l'État de première entrée irrégulière sur le territoire de l'Union qui est responsable. En fait, c'est simplement une disposition balai. Ça devrait intervenir uniquement lorsqu'on n'a pas pris en compte les critères de répartition des migrants, ces critères étant les relations matérielles du migrant avec un État, et notamment les relations familiales, la communauté d'accueil, l'existence d'un sponsor, la possibilité d'un emploi, une communauté de langue.
Mais aujourd'hui, en Grèce et en Italie, les administrations n'ont pas les moyens d'investiguer ces choses-là. Donc déjà, si on appliquait ne serait-ce que l'article 3 du règlement Dublin, on n'aurait pas ce déséquilibre dans l'accueil qui fait porter finalement la charge de l'accueil, le fardeau de l'accueil, à 2 ou 3 pays, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie et l'Espagne. C'est-à-dire ne pas renvoyer les demandeurs d'asile, par exemple, qui montent leur dossier en France, s'ils ont déjà des liens avec la France, ne pas les renvoyer dans les pays extérieurs. Là, ça tombe sous le coup du regroupement familial. Il est évident que si on a un demandeur d'asile qui est en France, qui monte son dossier, alors même s'il est rentré par l'Italie, la Grèce ou l'Espagne, il ne doit pas être renvoyé. Et j'irai même plus loin. Aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne l'ont reconnu. Les conditions d'accueil en Italie et en Grèce, et en particulier dans les hotspots, sont constitutives de traitements inhumains et dégradants. Donc renvoyer aujourd'hui des Dublinés, comme on les appelle, vers la Grèce ou l'Italie, c'est une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est les soumettre à des conditions qui sont équivalentes à la torture. Donc des États qui se proclament promoteurs des droits de l'homme, des droits humains, devraient commencer par ne pas renvoyer les migrants. Et du coup, comment vous articulez, parce qu'on a commencé un peu la discussion en se réjouissant en partie du fait que le Parlement européen avait un jeu un peu plus ouvert que d'habitude, qu'il pouvait se passer des choses, qu'il y avait des batailles qui allaient peut-être plus intéressantes à suivre que d'autres. Et en même temps, là, vous nous faites un tableau très dur de la situation, hein, qui est très précis, etc. Est-ce qu'il y a quand même un espace? Est-ce qu'il y a des partis quand même, toutes les campagnes n'ont pas dit la même chose sur les questions migratoires? Est-ce que vu les équilibres politiques qui sont sortis dimanche, il n'y a pas peut-être des coalitions à imaginer qui peuvent permettre un peu de rouvrir le jeu sur certains articles? Est-ce que vous, spécialistes de ces questions, vous attendez des points précis ou pas? Et là, Alors... les écologistes ont une position, généralement, alors je fais vraiment de la globalité parce que ça dépend des États, ont une position sur l'écologie qui va au-delà de la seule écologie, puisqu'ils ont une position qui est en faveur de la justice sociale et qui comprend une dimension évidente de protection des droits fondamentaux des citoyens et des étrangers. Après, dans les partis de gauche qui devraient normalement être... voir passer tout leur programme au prisme de la notion de solidarité, on a quand même quelques surprises de certaines attitudes qui sont très peu ouvertes aux migrants, soi-disant pour protéger les droits des ressortissants de l'Union européenne. Alors, les juristes ont l'habitude de dire que le droit des étrangers est un laboratoire. Donc, on travaille la limitation des droits des migrants et puis on voit si ça passe. Et puis, une fois que c'est passé, on l'étend finalement aux citoyens. Bon, finalement, en France, c'est très bien passé. Hein. L'état d'urgence, il a duré 2 ans. La loi SILT a fait que les dispositions de l'état d'urgence sont rentrées dans le droit commun. Bon, finalement, on n'a pas vraiment de réaction à ces limitations des libertés. Donc, j'ai pas tellement vu des socialistes se rebeller contre ça. Au Parlement européen, peu de socialistes, à part Sylvie Guillaume, ou il y a des personnages comme Ska Skeller, Sophie Envelt qui se sont vraiment investis, mais il y a quand même une mollesse générale, quoi. Il faut que... J'ai du mal à croire que ça soit au niveau des institutions, aussi bien européennes que nationales, qu'on puisse voir une prise en compte des droits des migrants. Je pense que c'est au niveau des citoyens de pousser les institutions à mener une réforme en profondeur de leur politique sur ces questions-là. D'ailleurs, on l'a vu justement en 2015 et dans la période qui a suivi, dans pas mal de pays européens, ce sont les citoyens qui se sont mobilisés en masse, et notamment en Grèce, mais aussi en Italie et en Espagne, bien plus que les politiques. Enfin, il y a eu vraiment des initiatives, et dans les pays des Balkans également, et en Allemagne, évidemment. Bon, en Allemagne, ça a été quand même accompagné dans un premier temps par une prise de position politique d'Angela Merkel, tout du moins au début. Mais dans beaucoup de pays, les citoyens étaient bien plus dans une démarche d'accueil que leurs propres dirigeants politiques. Et justement, sur l'Europe centrale, je voulais revenir là-dessus parce que Viktor Orban a joué un rôle quand même dans ce qu'on a appelé la crise migratoire, et il est devenu un peu le chef de file de ces pays anti-migrants, mais là encore c'est un affichage de la part de dirigeants politiques qui n'est pas forcément à l'image des sociétés. Mais est-ce que Viktor Orban aujourd'hui ne tient pas finalement le discours que personne n'ose assumer
publiquement, et là je pense entre autres à Emmanuel Macron, mais on peut penser à pas mal de dirigeants européens, et finalement Viktor Orban est bien utile à tout le monde dans ce sens. Alors, Viktor Orban, mais aussi Matteo Salvini, enfin, on a quand même des personnalités politiques qui, à l'égard du droit des migrations, ont un discours très, très décomplexé, que je trouve très inquiétant, parce qu'il est banalisé, il devient presque normal, alors qu'il est en violation des obligations internationales, il est en violation du droit européen, il est même en violation des constitutions nationales. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que parfois il y a une déconnexion. En Hongrie, c'est difficile parce que Orban, il a mené une stratégie de sape à la fois des médias, des organisations de défense des droits et donc d'organisations de défense des droits des migrants, qui fait qu'il y a peu de résistance au sein de la Hongrie à l'égard de sa politique anti-migrants, même si on sait qu'il y a des résistances qui existent. Ce qui est marrant, c'est plutôt en Pologne, où on voit un gouvernement qui décide d'appliquer la stratégie hongroise, et en même temps une population qui n'a pas du tout la même vision en fait de l'accueil et du migrant et du réfugié. Et on voit par exemple au moment de ce recours qui a été fait par la Hongrie et la Slovaquie contre les décisions de relocalisation, la Pologne qui vient en intervention devant la Cour de justice dire oui, non, on ne peut pas accueillir des migrants, vous comprenez, l'homogénéité ethnique fait partie de notre identité constitutionnelle. Non mais là, enfin, c'est tellement ahurissant de la part de la Pologne d'oser avoir un tel discours 50 ans quand même après l'ouverture du camp d'Auschwitz-Birkenau. Enfin, c'est effarant de voir que ce passé qu'on ne voulait pas vouloir passer, finalement, finit par très bien passer auprès des politiques. Mais on a des résistances nationales qui existent. Et je pense que c'est au niveau de ces mouvements sociaux, de ces actions citoyennes qu'on peut arriver à actionner une solidarité de fait, mais évidemment le souci que l'on rencontre ici, comme dans la vallée de la Roya, c'est qu'on a une criminalisation de la migration et une criminalisation de l'aide à la migration, et c'est un vrai problème qui se pose aujourd'hui. Bon, Emmanuel Macron et la République En Marche n'ont cessé de dire qu'ils avaient supprimé ce délit de solidarité, ce qui est faux. Merci. Non, peut-être un mot. Enfin, je partage ce que vous dites globalement, mais comme la question, c'est aussi de voir quelles sont éventuellement les marges de manœuvre ou quels leviers actionner dans la situation de ce nouveau Parlement européen. Enfin, un des éléments pour moi qui est changeant, est-ce que ce sera de nature à chambouler le rapport de force, je ne pense pas, parce qu'effectivement, une grande partie de ces enjeux sur ces questions-là sont déterminés dans les capitales et pas uniquement au Parlement européen. Mais clairement, le groupe des sociodémocrates, qui était quand même très largement pas très offensif sur ces questions-là, le fait est qu'il y a un petit basculement de force à l'intérieur de ce groupe-là, puisque globalement le meilleur score a été réalisé en Espagne par le Parti socialiste de Pedro Sánchez, qui est plus ouvert que la majorité des partis socialistes en Europe sur ces questions. Donc est-ce que ça veut dire que le groupe SND qui va être constitué pour le prochain Parlement européen en fera un élément de bataille au sein du Parlement européen? C'est une question aujourd'hui qui est ouverte, et c'est une question qui peut avoir des implications à l'échelle du Parlement européen. Je précise encore, je ne suis pas en train de dire que ça va tout changer au niveau européen, parce que les capitales déterminent le là sur cette question-là, mais il n'y a pas de majorité possible au Parlement européen sans les sociaux-démocrates, sans non plus les conservateurs. Donc du coup, quel jeu va être possible sur cette question? C'est un des éléments aujourd'hui qui est ouvert. Et de fait, sur cette question limitée, et peut-être que je me ferai railler sur les réseaux sociaux pour cette prise de position, n'étant pas habitué à affirmer qu'il peut se passer des choses dans le camp des sociodémocrates, voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est ouvert dans un petit espace au sein du Parlement européen qui ne détermine pas la totalité de la politique migratoire en Europe. En fait, je suis d'accord avec vous, Maxime, parce que quand même, le Parti socialiste espagnol a été quand même celui qui a opéré les grandes vagues de régularisation des migrants en situation irrégulière, alors même que la commission Barroso de l'époque prenait des sanctions à l'encontre de ces régularisations. Donc il y a une opportunité, et je pense qu'il va falloir être très attentif au jeu des présidences dans les différentes commissions, notamment la commission Libé,
Liberté Et publique au Parlement européen, donc c'est des commissions spécialisées à l'intérieur du Parlement européen, là dont on parle. ouais, la Et commission Libé, qui s'occupe en fait de liberté, sécurité et justice, s'occupe des questions de migration. Et il va falloir être attentif au rôle, enfin à la présidence, à la présence des différents partis dans cette commission, et surtout, je pense, à la détermination des rapporteurs sur chacun des textes qui vont être examinés. Par exemple, Sylvie Guillaume, comme rapporteur sur cette idée d'un règlement européen qui déterminerait les pays tiers sûrs, a répondu, mais de manière vraiment forte et ferme, en refusant chacun des points de la Commission, au point de faire capoter cette idée. Donc je pense qu'il y a des sources, il y a des potentialités de résistance au sein du Parlement européen, mais je pense qu'il va aussi y avoir, pour les partis en lice, une bataille de prise de position dès la constitution des commissions et au moment de la constitution des rapports et des shadow rapporteurs sur chacun des dossiers. Très bien. On termine cette discussion avec les questions de libre-échange. Si on a fait un peu on a essayé un peu, à chaque fois on est un peu rapide, mais c'est un peu le jeu de la discussion et du parti pris de cet après-midi. Et on va sans doute renouer en plus avec les débats sur le climat, vu que tout ça est très lié quand même. Donc on s'arrête maintenant sur quelques traités de libre-échange qui sont en cours de négociation ou déjà négociés à Bruxelles. Pour rappel, il y en a à peu près une trentaine qui sont en train d'être négociés ou finalisés. Et dans la procédure, il faut que le Parlement européen se prononce. Il faut aussi que les chefs d'État signent le texte et évidemment ensuite il y a les parlements nationaux. Mais ce qui est intéressant là dans la configuration, c'est que le Parlement a vraiment un droit de veto sur les questions commerciales et c'est des questions extrêmement sensibles. Alors Maxime Combes, on va commencer avec vous. Moi j'avais une question un peu générale. Je pense qu'ici dans la salle on se souvient quand même de la bataille du CETA. Traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il y a eu un moment un peu épique où on a eu l'impression que la Wallonie, cette région belge, allait bloquer le CETA. Le texte a vacillé, puis finalement, là, il y a eu un avis dont on va peut-être parler dans la discussion de la Cour de justice qui a donné son feu vert au texte, pour le dire rapidement, et on s'apprête maintenant à l'Assemblée nationale à le mettre en débat. Alors on ne sait pas très bien quand, mais a priori au deuxième semestre de cette année. Est-ce que quand même, ce moment du CETA, ça a été quand même une crise politique assez énorme à l'intérieur de la Commission européenne? Est-ce que, pour le dire simplement, déjà, les choses ont changé sur l'avant et l'après-CETA, sur la manière dont on négocie ces traités? Est-ce que les textes qui arrivent maintenant sont peut-être un peu mieux négociés, un peu plus transparents? Est-ce qu'on fait les choses un peu différemment dans le mandat qui arrive? Déjà, pour commencer là-dessus. La crise du CETA, elle a permis de faire émerger à l'échelon européen, pas dans tous les pays, mais dans un certain nombre d'entre eux, la question de la politique commerciale européenne comme un enjeu important d'orientation politique pour l'Union européenne. Et donc ça, c'est important de construire des sujets de débat public européen. Et notamment sur l'idée que la population, ou une partie de la population, était mobilisée contre les droits exorbitants que ces accords donnaient aux acteurs économiques, les multinationales pour faire vite, et contre le fait que ces accords de commerce international étaient peut-être antinomiques avec les politiques de transition énergétique, transition écologique, de protection de l'environnement, et par ailleurs qu'on est dans une période où clairement les opinions publiques, et c'est l'élément majeur, je pense qu'il faudrait prendre en compte, les opinions publiques sont en train de clairement ne plus adhérer à l'idée selon laquelle c'est en étendant le plus largement possible ces accords de commerce international que les emplois vont arriver, que l'amélioration de la situation économique va perdurer et tout cela, et qu'en gros il y a cette fable qui a été racontée, elle marche moins dans l'opinion publique. Donc ça c'est le premier élément tangible au lendemain du CETA, c'est qu'on a ce débat-là. Et il reste là, il reste présent, il reste lancinant. Alors sur le CETA, le fait est qu'il est renvoyé aujourd'hui aux parlements nationaux. Ça, je rappelle, il a été adopté par le Parlement européen en 2017, donc ça c'est un peu de l'affaire ancienne pour les nouveaux eurodéputés. Et la conséquence de cette bataille sur le CETA, c'est que la Commission européenne a essayé d'adapter sa stratégie en modifiant un petit peu le contenu des tribunaux d'arbitrage qui sont ces tribunaux qui donnent finalement des droits exorbitants aux multinationales qui peuvent attaquer des décisions des États lorsqu'elles contreviennent à ce qu'elles pensent être leurs espérances de profit dans le futur,
dans le futur. Enfin, en gros, lorsqu'un État prend une décision qui va, par exemple, lutter en matière de environnementale ou climatique, une multinationale qui s'estime lésée peut attaquer l'État pour lui dire ben non, ça va pas. Donc elle a un petit peu transformé sa façon de négocier ce chapitre-là des accords de commerce. Et après, sa grande décision, c'est aujourd'hui en fait de dire que on sépare les accords de commerce des accords d'investissement. La partie investissement, ces tribunaux d'arbitrage sont en fait de compétences à la fois de l'Union européenne et de compétences des États. Donc il faut la ratification de tous les échelons, y compris la ratification des États membres, tandis que les accords purement commerciaux ne nécessitent plus depuis le traité de Lisbonne, une ratification des États nationaux. Et donc, par exemple, un accord avec le Japon a été ratifié, enfin finalisé et validé par le Parlement européen, et il est déjà entré en vigueur puisqu'il n'a pas à être ratifié par les 28 États membres et par l'ensemble des composantes régionales qui doivent s'exprimer, notamment la Wallonie. Et donc, du coup, le débat au niveau européen, avec cette difficulté d'à la fois obtenir une ratification au niveau du Parlement européen et des États membres va se poser exclusivement maintenant sur la petite partie, mais qui est très importante, de la question des investissements. Et donc du coup, elle va se réouvrir demain peut-être sur l'accord avec Singapour et sur tous les autres accords qui vont arriver, le premier étant celui avec le Vietnam. Mais pour répondre plus précisément à votre question sur est-ce que le contenu des accords a profondément changé, non, parce que le contenu de ces accords, il est quand même extrêmement cadré à la fois par les traités européens, l'article 206 et 207 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne, et également par un corpus idéologique qui a été fondé, on va dire, entre 2000 et 2005, et qui s'inscrit dans des textes de doctrine qui sont toujours, même s'ils prétendent les avoir modifiés depuis, qui sont toujours appliqués par la Commission européenne et qui visent en fait à faire de la compétitivité externe de l'Union européenne, c'est-à-dire la possibilité pour les multinationales européennes d'accéder aux ressources énergétiques, matérielles dans les pays du Sud, mais également à gagner des marchés à l'international, sur le fait qu'il faille signer toujours plus d'accords commerciaux qui sont basés sur des règles qui ont été édictées aux années 90. Dans les années 90, à travers la mise en place de l'Organisation mondiale du commerce. Et là, on a un petit souci, c'est que ces accords de commerce, aujourd'hui, est-ce que c'est ça qui répond à la fois à la nouvelle donne commerciale internationale? La globalisation aujourd'hui a fortement ralenti, on parle même de slowbalisation, je peux revenir sur des exemples précis. Aujourd'hui, grosso modo, la part du commerce international dans le PIB mondial a cessé d'augmenter. Et c'est une première depuis 60 ans, ça fait 10 ans, on n'a plus d'augmentation du commerce international dans le PIB mondial. Et ça, c'est un élément structurant et fort aujourd'hui du commerce international. Le deuxième élément, c'est que vous le voyez bien, la situation a radicalement changé avec Trump, mais également avec la Russie, avec la Chine et ses routes de la soie, où finalement, aujourd'hui, la question du commerce international n'est plus de satisfaire aux règles qui ont été édictées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, mais finalement d'imposer par le fait accompli à l'échelle internationale une nouvelle situation. Alors ouais, il y a beaucoup de choses là. Moi je voudrais revenir après, mais je le garde un peu pour plus tard sur la stratégie, une forme quand même d'échec aussi du côté ONG, société civile par rapport au CETA, puisque finalement, enfin, je veux pas préempter. Alors peut-être qu'il y aura des remous dans la salle et tout, mais je veux pas préempter le vote qu'il y aura à l'Assemblée nationale non plus. On ne sait pas ce qui va se passer, mais on a l'impression que c'est pas passé loin de bloquer le texte, et finalement au dernier moment, voilà, donc peut-être plus de la stratégie sur le Parlement d'après, mais avant quand même sur les évolutions, si on écoute un peu la majorité en France, on nous explique par exemple maintenant, donc ça c'était une proposition de campagne de la liste Renaissance d'Emmanuel Macron, et qui a déjà été appliquée, c'est on ne signe pas d'accord de libre-échange maintenant avec des pays qui n'ont pas signé les accords de Paris, l'accord de Paris. Et donc, c'est pour ça que la France a refusé de signer la relance de négociations avec les États-Unis de Donald Trump, parce que Donald Trump est sorti de l'accord de Paris. Là-dessus, peut-être Cécile Marchand et Maxime Combe aussi. Bonne nouvelle, est-ce que c'est suffisant? Cette relance des négociations quand même avec les États-Unis, qu'est-ce qu'on en dit? C'est un peu le positionnement typique qu'on peut voir chez Macron, d'avoir des positions très fortes qui sont reconnues sur la scène internationale comme telles, mais en fait le suivi derrière il n'est pas fait parce que de fait il savait très bien que
il allait être seul à faire ça, en tout cas que ça allait pas forcément faire grandement changer la donne. Le positionnement, il était important, le texte est passé, et que en fait là surtout, donc, les mandats de, Maxime l'expliquera mieux que moi, mais les mandats de négociation entre la Commission européenne et les États-Unis sont quand même très flous. Il y a très peu de suivi de ce qui est discuté entre les deux, et en fait la France, après s'être opposée, fait non plus aucun suivi derrière dans sa diplomatie pour aller creuser et pour aller chercher ce qui se fait, ce qui est négocié, quelles sont les discussions en cours, etc. Aujourd'hui, il y a des discussions entre l'Union européenne et les États-Unis pour importer massivement du gaz naturel liquéfié, des sommets qui sont organisés, etc., etc. La France est totalement larguée, elle suit rien du tout de tout ça. La bataille du CETA a-t-elle été perdue? Je ne sais pas, parce que de fait, ça a impliqué qu'un certain nombre de listes aujourd'hui ne peuvent plus faire l'impasse dans une campagne sur les européennes sur la question commerciale. Donc effectivement, peut-être que sur le CETA, on ne gagnera pas à la fin, mais ça a fait bouger la donne. Ça a fait émerger un débat public sur ces questions de commerce, notamment liées à la question climatique et la transition énergétique. Et donc du coup, c'est un levier, c'est un appui pour nous. Maintenant, est-ce que le simple critère de la signature ou de l'implication de l'accord de Paris est suffisant pour caractériser la bonne politique climatique d'un pays tiers avec lequel on voudrait négocier un accord commercial? Absolument pas. Les États-Unis ont effectivement dit par l'intermédiaire de Donald Trump qu'ils voulaient quitter l'accord de Paris, et donc du coup Macron saute comme un capri en disant « Ah, on négocie pas avec lui », mais en même temps l'Union européenne est en train de négocier un accord de commerce avec l'Australie qui envisage d'ouvrir des mines de charbon comme jamais, et l'Australie n'a jamais dit qu'elle souhaitait sortir de l'accord de Paris. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est, du point de vue du réchauffement climatique, ça ne fait pas de différence? Donc c'est des exigences bien plus structurantes qu'il faut avoir lorsqu'on décide de négocier des accords commerciaux que simplement le seul critère de l'accord de Paris. Et ensuite, effectivement, Emmanuel Macron a été habile lors de sa décision sur les négociations UE-États-Unis en disant non, moi je vote contre. La réalité, et on a les informations qui nous viennent du cœur de l'appareil de discussion et de négociation au sein de l'Union européenne, la France n'a jamais cherché à construire de coalition au niveau de l'Union européenne pour bloquer ces négociations. Et on le sait notamment par nos camarades espagnols qui ont les informations venant directement de leur propre gouvernement. Et donc du coup, il n'y a pas eu de volonté de s'opposer à ces négociations-là. Donc du coup, la question aujourd'hui, c'est plutôt comment nous sommes en mesure d'utiliser les leviers disponibles pour continuer à faire vivre un débat structurant sur la politique commerciale européenne et s'assurer qu'il y ait une transformation de cette politique commerciale. Marie-Laure Mazière-Garche. Pour revenir sur ce point-là, Maxime disait tout à l'heure que les associations étaient assez outillées, assez compétentes pour déjouer les pièges. Et là, on a par exemple un piège évident, c'est l'abîme qu'il y a entre l'affichage du positionnement d'un homme politique et la réalité d'investissement de son administration dans le suivi d'une négociation. Alors l'accord du CETA, la crise du CETA, me semble-t-il, a fait quand même bouger quelques lignes, dans le sens où dans la négociation des accords de libre-échange, des accords de commerce, la DG Environnement, la Direction Générale en charge de l'environnement, est arrivée à faire introduire des articles sur la conditionnalité environnementale. On connaissait les articles sur la conditionnalité démocratique, sur la conditionnalité migratoire. Maintenant, on en a sur la conditionnalité environnementale. En même temps, il faut être assez lucide. On va imposer une conditionnalité environnementale au Vietnam, on ne va jamais l'imposer à la Chine ou aux États-Unis. Donc, je pense qu'il faut continuer vraiment à être très attentif. Et deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment réinterroger ce modèle de la globalisation, du libre-échange à tout crin, de ce néolibéralisme qui s'applique dans les années, au XXIe siècle, alors qu'il est né à l'école de Chicago. Maxime Combe, là-dessus, peut-être nous donner un peu maintenant les éléments un peu du modèle alternatif ou ce que vous allez essayer de défendre là dans les mois à venir, au-delà de bloquer les textes qui arrivent. Au regard de la situation de la globalisation telle qu'elle existe aujourd'hui à l'échelle internationale, la Commission européenne a 3 options. Oui. La première, c'est de continuer à appliquer les textes qu'elle a édictés il y a 15 ans, alors que la Chine n'était pas devenue une puissance mastodonte, alors que Trump n'était pas à la tête des États-Unis, alors que la globalisation continue à croître, on est dans une situation complètement différente. S'ils continuent à faire ça, ils vont être, de leur propre point de vue, du strict point de vue interne à la logique du capitalisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui, dans une impasse, parce que ce modèle-là ne fonctionne plus et n'est plus adapté à la nouvelle situation telle
qu'elle existe aujourd'hui. Je détaille pas plus. La deuxième option, c'est de dire, puisque Trump organise sous la pression des négociations commerciales et essaye de tenir un revolver sur la tempe avec l'ensemble des pays de la planète pour obtenir de meilleures conditionnalités, essayer de faire la même chose. De mon point de vue, l'Union européenne est incapable de faire ça et c'est par ailleurs un mauvais choix parce que c'est un choix qui ne peut effectivement que conduire à la construction de façon extrêmement forte de conflits à l'échelle internationale qui ne sont pas de nature à apaiser la situation internationale, pour le dire vite. Voilà. Il y a une troisième option qui est de prendre au sérieux les grands défis qui sont les nôtres au XXIe siècle. La crise climatique, la crise de perte de biodiversité, la lutte contre les inégalités, la pauvreté, la question des migrations, et de dire ok, aujourd'hui notre modèle de commerce international à l'échelle de l'Union européenne ne fonctionne pas. Essayons d'en revoir l'ensemble des composantes. Et alors, avant d'imaginer qu'on fasse table rase du passé et qu'on réécrive tous les textes d'un coup, ce qui me semble un petit peu compliqué et pas nécessairement adéquat avec le rapport de force aujourd'hui disponible au sein des institutions européennes, que ce soit le Parlement ou le Conseil, prenons des sujets spécifiques et emblématiques. Pour moi, il y en a deux. Le premier, c'est l'agriculture. Si on est sérieux, y compris du point de vue agricole, santé publique, climatique, l'agriculture ne produit pas des biens comme les autres. L'agriculture n'a strictement rien à faire dans les accords de commerce internationaux. Il faut effectivement des règles et des réglementations au niveau international pour réguler les échanges agricoles à l'échelle internationale, mais ce ne sont pas les règles du libre-échange qui doivent organiser les échanges agricoles internationaux. Donc sortons l'agriculture de l'OMC et des accords commerciaux. Deuxième sujet, la question de la transition énergétique, la question climatique. Beaucoup, à l'échelle française, dans la campagne européenne, ont porté cette idée qu'il fallait un ajustement carbone aux frontières, pour l'énoncer ainsi, qui est en gros de dire le problème c'est que les pays tiers de l'Union européenne, quand ils exportent vers l'Union européenne, c'est des produits qui sont fortement carbonés et donc du coup il faut renchérir le coût de ces produits pour s'assurer que les produits qui le sont au niveau européen gagnent en compétitivité. Cette question d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, clairement, si on la prend au sérieux, elle attaque frontalement les règles de l'Organisation mondiale du commerce telles qu'elles existent aujourd'hui. En gros, les conditionnalités nécessaires pour que cette taxe au carbone aux frontières de l'Union européenne soit reconnue comme étant compatible avec les règles du commerce mondial sont quasiment inatteignables. Et je passe sur les détails. Mais si tous ceux qui ont porté cette position-là disent c'est la bataille qu'il faut mener, et qu'on obtient le fait que la Commission européenne porte cette question et aille franco contre les États-Unis, contre la Chine, contre le reste du monde, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, je vous assure que ça fera bouger les lignes. Et ça, c'est une des choses qu'il faut faire. C'est en gros aujourd'hui, les règles du commerce international ne fonctionnent pas, sont incompatibles avec les grands défis du XXIe siècle. On prend des sujets spécifiques, emblématiques, et on bataille là-dessus, quitte à faire exploser ou basculer les rapports de force à l'échelle internationale et réécrire un certain nombre de textes derrière. Pour préciser, du coup, c'est qui les soutiens taxe carbone aux frontières? C'est vrai que ça apparaît dans beaucoup de programmes politiques. Est-ce que vous pouvez redonner un peu les équilibres, les rapports de force dans le nouveau Parlement sur cette question-là pour voir si... C'est difficile, mais à l'échelle française, l'ensemble des partis politiques, de LR, je ne vais pas parler du Rassemblement national, c'est dans le programme de LR, c'est dans le programme de La République En Marche, c'est dans le programme de la gauche. Donc du coup, s'ils ont été sérieux pendant leur campagne, il faut qu'ils fassent monter ce dossier et ce sujet à travers les négociations qui vont s'ouvrir maintenant et comme un élément tangible du prochain programme de la Commission européenne. Il se trouve qu'également, du point de vue de la Commission européenne, qui avait blackboulé cette proposition lorsqu'elle était déjà arrivée sur la table il y a 10 ans, portée par Sarkozy et Berlusconi en 2009, et que cette proposition, la Commission européenne avait réussi à l'enterrer rapidement. Si réellement il y a la volonté d'une majorité politique au sein du Parlement européen et qu'un certain nombre de capitales font pression là-dessus, ça peut devenir un sujet de confrontation sur l'avenir des politiques commerciales internationales à l'échelle internationale. Et ça, nous aurions tout intérêt à nous emparer de ce débat-là pour essayer de faire bouger les rapports de force dans notre sens. Mais si je peux me permettre de compléter, c'est que cette question-là, pour qu'elle devienne la priorité des 5 ans à venir, c'est le programme de la Commission qui est en train de se négocier en ce moment en fonction de la coalition qu'on va choisir entre quel groupe au Parlement européen. C'est là où c'est un peu compliqué, c'est que c'est dans l'été où on va décider en gros les 3 ou 4 mesures phares de la Commission qui arrivent en fonction de qui va incarner la Commission, etc. Donc c'est maintenant que... Voilà. C'est maintenant que ça se joue. Mais je me répète, le modèle commercial européen aujourd'hui
est inadapté à la nouvelle situation. Et donc du coup, il faut bouger. Ils ont l'occasion là de bouger sur un sujet qui peut à la fois faire obtenir dans un premier temps un large consensus au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne et peut-être des États membres, et qui pourrait nous permettre, nous, au niveau international, effectivement, d'essayer de faire bouger les lignes sur l'idée que, effectivement, la crise climatique impose de revoir les règles du commerce international. Imposer ce débat-là comme un débat important et stratégique au niveau international et avant au niveau européen, on aurait des choses à y gagner. Peut-être juste le mot de la fin, si Cécile Marchand voulait rajouter quelque chose ou Non, mais je pense qu'on va voir à quel point le discours d'En Marche tient ou pas, je pense, dans les prochains mois, dans leur discours de dire non, mais on ne peut pas bouger au niveau national tant qu'on ne fera pas bouger l'Europe, etc., etc. On va voir à quel point ils vont réussir à s'investir dans toutes ces négociations-là et ça va être un peu l'épreuve du feu, justement, sur ces questions-là, pour voir à quel point ils sont sérieux sur ce sujet. Alors, j'ai pas d'outil magique, mais je pense qu'il y a un élément qu'on peut utiliser comme levier, c'est de prendre les politiques au mot. OK, vous vous êtes engagé à faire ça. Donc, OK, on va regarder comment vous avez voté sur chacun des points au Parlement européen. Et on va ensuite vous demander des comptes sur votre vote au Parlement européen. Et je pense que là, en tant que citoyen, on a vraiment une responsabilité pour faire bouger les lignes, pour changer de modèle. Mais ce n'est pas simplement un modèle économique, c'est un modèle social général qui est à repenser et à lancer. Merci beaucoup à vos 3 interventions.